Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'actions sur une stratégie fort dividende. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche et on va remplir le tableau avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Mais tout d'abord, quelques rappels sur cette stratégie fort dividende. Vous devez vous définir vos objectifs. Soit votre objectif est d'avoir une rente, des revenus réguliers, de l'argent que vous pouvez dépenser, sortir du coup des investissements, et tout cela sans vendre d'actions. Soit vous voulez pouvoir réinvestir sans vendre, et donc du coup vous n'avez toujours pas vendu d'actions, mais vous avez de l'argent qui arrive régulièrement et vous pouvez réinvestir pour faire augmenter votre capital investi. Mais attention, il y a des gros points d'attention sur cette stratégie. En effet, il faut faire attention à la performance et au cours de bourse de l'action. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'action sur laquelle vous mettez votre argent, puisque si votre cours de bourse, votre performance n'arrête pas de diminuer année après année, c'est votre capital qui se réduit, même si ce sont des moins-values latentes, c'est votre capital qui est réduit au fur et à mesure. Et en plus de ça, les dividendes, les rendements annoncés quand ils sont annoncés en fort dividende, c'est sur le prix de l'action Axel, donc sur le cours de bourse. Donc si votre cours de bourse a diminué de 50%, donc de la moitié, eh bien votre fort dividende a lui aussi a été divisé par 2 et donc vous perdez la moitié de ce dividende. Donc c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à ce premier truc. Deuxième point d'attention, la pérennité de ce dividende. Et oui, vous mettez de l'argent sur une société pour avoir un fort dividende, mais il faut s'assurer que la société ne va pas péricliter ou qu'elle ne va pas arrêter son dividende. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais il faut faire attention à cette pérennité du dividende, puisque si vous comptez dessus et que vous ne l'avez pas, eh bien vous avez perdu cet apport-là. En tout cas, ça ne peut plus rentrer dans votre stratégie fort dividende. Et le troisième point, c'est la capacité de distribution de la société, donc tout ce que l'on voit notamment avec le ratio de distribution, pour s'assurer qu'effectivement la société garde de l'argent tout de même pour réinvestir un minimum, pour ne pas avoir à couper son dividende justement, ou pour ne pas être complètement surendetté à terme. Une fois avoir défini les objectifs et les points d'attention, et bien après vous avez plein de choix à faire dans votre stratégie, qui sont des choix stratégiques à définir. Est-ce que vous faites une stratégie en DCA ? Comment exactement à définir ce DCA, mais ce dollar cost averaging, donc de l'argent à mettre au fur et à mesure, tous les mois, toutes les semaines, est-ce que c'est le même montant, pas le même montant, etc. Tout ça, c'est à définir par vous, pour faire grossir votre capital, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez de faire grossir votre capital, ça aussi, c'est à définir. Le timing d'entrée, puisque vous pouvez faire du dollar cost averaging sur votre compte global, mais vous pouvez définir un peu les timings d'entrée sur les valeurs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de valeurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de rentrer à chaque fois tous les mois sur toutes les valeurs, vous pouvez définir par exemple celles qui ont le plus baissé, ou vous pouvez prendre aussi par exemple les tendances qui sont à la hausse en ce moment. Tout ça, c'est à définir au niveau du timing d'entrée sur les actions, ou si vous vous intéressez pas à ça et que vous mettez peu importe le moment, tout ça c'est à définir. La durée d'investissement aussi est à définir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites à vive éternelle sur l'action, peu importe ce qui se passe, est-ce que vous avez des critères de sortie, donc ça va avec les critères d'achat et de vente, bien sûr, est-ce que vous avez des critères de sortie que vous définissez, tout cela c'est vraiment à définir. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans une action, qu'est-ce qui vous en fait sortir, est-ce que c'est à vive éternelle comme je l'ai dit, ou est-ce que il y a vraiment des critères à définir. L'enveloppe fiscale aussi, le PEA, le CTO, puisque le PEA peut être très intéressant sur des forts dividendes, notamment avec les actions françaises, puisque vous ne payez pas ni la taxe du pays, puisque c'est sur PEA, ni la taxe sur les revenus. Et côté CTO, eh bien ça vous donne accès à plus d'entreprises, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, bien faire attention à la sélection d'actions et d'ETF, à vos critères. Moi, je vous en propose 8 à chaque fois, mais à vous de faire vos analyses, de compléter au moins les analyses par rapport à celles que je vous donne pour aller faire cette sélection d'actions et d'ETF. Pour voir les actions du jour, nous repartons de notre liste de l'indice du SBF 120 avec la composition de ce SBF 120 trié par les forts rendements 2022. Et dans les premières vidéos sur cette stratégie fort dividende, vous avez déjà pu voir l'analyse fondamentale de Coface, de Nexity, de ALD Automotive, de Telsat, de Stellantis, d'ICAD, de Crédit Agricole, de Score, d'Amundi, d'Engie, de M6 Métropole, de BNP Paribas. Et pour aujourd'hui, nous poursuivons avec donc AXA, Société Générale et Ruby.
Altarea, nous ne la verrons pas puisqu'elle n'affiche pas des résultats en croissance actuellement et pas tout de suite, on va dire, pour la suite non plus. Donc ça devrait revenir au bout d'un moment, mais du coup, pour l'instant, nous ne la voyons pas exactement comme nous avons éliminé Clépierre et Mercialis. C'est parti pour AXA. AXA, c'est un groupe international français spécialisé dans l'assurance depuis sa création et dans la gestion active depuis 1994. Et sa création, vous voyez qu'elle date d'il y a très longtemps, 1817. Au niveau des effectifs, en 2020, AXA, ça comptait près de 115 000 personnes dans le monde, une très grosse société. Allons voir plus en détail pour cet assureur européen la répartition par activité du CA. Donc le chiffre d'affaires, la première activité, c'est l'assurance dommage pour près de 50%, donc près de la moitié de son chiffre d'affaires. Principalement, on retrouve l'assurance automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe AXA, il propose également des prestations d'assistance, donc l'assistance médicale des personnes en voyage, l'assistance technique aux véhicules et ainsi de suite. Et l'activité, elle se décompose presque en deux, puisque vous voyez le deuxième avec 48,6%, donc près de la moitié également, et bien la deuxième activité concerne l'assurance vie. Là, nous parlons de vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises. La gestion d'actifs, l'activité depuis 1994, représente 1,5%, c'est plus de 1051,1 milliards d'euros d'actifs gérés en fin 2021. Ce sont encore des sommes énormes ici. Enfin, il y a quelques autres activités qui représentent uniquement 0,5% du chiffre d'affaires, avec essentiellement des activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne. C'est une grosse société implantée depuis des siècles, AXA, et donc il n'y a pas de souci, nous pouvons mettre du vert côté business. Vous pouvez bien sûr aller sur le site d'AXA pour aller voir ses activités dommages, ses activités vie et ses activités de gestion d'actifs plus en détail. La capitalisation boursière pour AXA, c'est 55,03 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière, une entreprise du CAC 40, une financière du CAC 40 exactement, et c'est donc du vert. Le résultat net, le critère suivant en jaune sur le graphique ci-dessus. Alors, ça ne se voit pas forcément directement à l'œil nu, mais en 2017, nous partons de 6,21 milliards d'euros et nous arrivons à 7,29 milliards d'euros en 2021 pour le bénéfice, pour le résultat net, et donc du coup, c'est globalement croissant. Et en plus de ça, c'est pas strictement croissant, puisque effectivement, nous passons par des phases entre 2018 et 2020 qui sont inférieures à 2017. Donc du coup, la tendance pour AXA est déjà au vert clair, avec une tendance croissante. Pour la suite, pour AXA, eh bien, c'est déjà une tendance en vert clair et normalement, elle devrait le rester dans les prochaines années. En tout cas, ce sont les estimations. Le cours de bourse, il est baissier puisqu'il apparaît en rouge sur 5 ans. Néanmoins, la baisse, elle n'est pas très forte. Vous voyez, 2,18% de baisse. C'est vraiment très neutre. Et sur 3 ans, si nous prenons par rapport à début juin, nous avons 4,93% de hausse. Et bien là non plus, c'est pas très haussier. Et donc ça confirme exactement une petite baisse, mais vraiment minime sur 5 ans, une petite hausse vraiment minime sur 3 ans, un cours de bourse très neutre sur la période des 5 dernières années, et donc un critère en jaune. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est affiché ici à 7,91. C'est donc un PER inférieur à 8, donc inférieur à 10, qui se situe dans notre zone très peu chère, et c'est la zone que nous affichons en vert. Passons sur les critères concernant les dividendes, et tout d'abord l'évolution de ce dividende. Vous voyez, il n'arrête pas d'augmenter puis de rediminuer fortement. Nous regardons les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, eh bien, c'est complètement haussier, sauf en 2020, où ce dividende avait un montant bien inférieur. Avec la pandémie, ça peut se comprendre. Mais sinon, c'est globalement haussier. Nous passons d'un dividende de 1,26 € par action en 2018 à un dividende de 1,54 € par action en 2022. Globalement haussier, un critère donc en vert clair. Le rendement annualisé, il est affiché ici à 6,56%. C'est donc un rendement très élevé, une action qui a totalement sa place dans une stratégie fort dividende, et donc du coup un rendement qui est bien supérieur à 3, un critère que nous affichons donc en vert. Et associé à ce fort rendement, voyons voir la distribution sur le résultat net, ici sur les 5 dernières années.
ce ratio de distribution, et ce que nous pouvons voir, c'est que quand tout va bien, les années 2017, 2020, 2021, c'est normalement géré du point de vue d'AXA, puisque les chiffres sont inférieurs à 60%, et donc l'entreprise redistribue une partie en dividendes, mais réinvestit également son argent pour développer la société. Néanmoins, il y a des années plus compliquées, comme 2018 et 2019, où nous avons vu que les résultats sont plus en berne, même s'ils ne sont pas négatifs, mais la société ne coupe pas son dividende pour autant, et donc du coup, 2018, vous voyez que c'est supérieur à 100%, et donc la société n'hésite pas à puiser dans ses réserves ou à s'endetter pour continuer de verser ses dividendes forts. En 2019, là, elle ne s'est quand même pas endettée, mais ça reste dans notre zone rouge. Nous avons 3 choses en zone verte ici et 2 en zone rouge. Nous allons donc mettre notre zone moyenne, jaune, mais ça pourrait s'améliorer si effectivement les années 2022 et ainsi de suite ressemblent davantage à 2021 plutôt qu'aux années 2018-2019. La deuxième entreprise, il s'agit de l'entreprise Ruby. Ruby, c'est une entreprise française spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels à travers sa filiale Ruby Terminal. Dans la distribution également de produits pétroliers tels que le gaz de pétrole liquéfié ou le fuel à travers sa filiale Ruby Energy, et enfin dans les activités d'infrastructure et de transport, d'approvisionnement et de services via son pôle Ruby Support et Services. Ruby, elle comprend près de 3600 collaborateurs qui sont présents dans plus de 20 centres de profit. Sa création date de 1990 pour cette société, et allons voir plus en détail la répartition du chiffre d'affaires par activité. Et c'est comme suit. Tout d'abord, nous trouvons l'activité de négoce et de distribution du GPL et de fuel pour 87%, donc très centré sur cette activité. Le groupe Ruby, effectivement, il s'est spécialisé sur des marchés de niche où, grâce au contrôle des infrastructures d'approvisionnement qui lui permettent un coût d'accès aux produits compétitifs, il peut gérer de façon pérenne des positions de marché de leader. Depuis les années 2000, Ruby a ainsi multiplié les implantations sur 3 continents à la fois par des investissements directs et par acquisition. Les principaux produits commercialisés sont les fuels, donc vous voyez les stations-service, le gasoil à l'adresse des industriels, l'aviation, les GPL, que ce soit en bouteille ou en vrac. La deuxième partie qui fait presque la suite des 87% en totalité, c'est tout ce qui est support et services. Ce pôle, il est principalement actif aux Caraïbes et en Afrique, donc Sénégal, Togo, Nigeria. Il comprend l'ensemble des infrastructures de transport, des activités d'infrastructure, des activités de transport, des activités d'approvisionnement et de services qui viennent en support de développement des activités aval, de distribution et de marketing. Et enfin, il y a toute une petite activité, quand même pour 0,1% du chiffre d'affaires de stockage de produits liquides. En effet, Ruby c'est devenu l'un des leaders français indépendants du stockage des produits liquides tels que les produits pétroliers chimiques, engrais, huiles végétales. Le groupe a constitué un maillage de dépôts côtiers spécialisé dans les flux d'entrée et de sortie de produits sur ses bases en France et dans la zone Nord-Europe, c'est-à-dire à Anvers ou Rotterdam. Au niveau de la répartition géographique de ce chiffre d'affaires, eh bien vous voyez 14,8%, presque 15% en Europe, près de la moitié du côté des Caraïbes, 48,6%, et près un peu plus d'un tiers même en Afrique. Du coup, même si c'est très centré sur la première grosse activité, mais elle est même diversifiée en tant que telle à l'intérieur d'elle-même, eh bien Ruby, ça fait très longtemps que cette société est implantée, et du coup, que ce soit au niveau des activités et au niveau de la répartition géographique, eh bien nous pourrons mettre du vert pour cette société côté business. Sur le site, vous pouvez aller voir les différentes implantations sur les 3 continents pour aller voir plus en détail des choses. La capitalisation boursière pour Ruby, elle s'élève à 2,91 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière pour cette action du SBF 120, et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Le résultat net pour le troisième critère, en jaune sur le graphique ici, eh bien on voit qu'il est très neutre, alors visuellement en tout cas. Et effectivement, nous passons de 265 millions d'euros en 2017, nous passons vers un peu plus de 300 millions d'euros de bénéfices en 2019, et nous retombons entre les deux à 292,57 millions d'euros de bénéfices en 2021. Et tout cela par des passages à 254, vous voyez ça diminue un peu, et là ça diminue un peu avant de réaugmenter.
Donc effectivement, ça fait une tendance qui oscille beaucoup. Ça se voit encore plus sur le chiffre d'affaires, hein, c'est plus net visuellement, mais cette tendance, elle, oscille beaucoup. Et donc c'est une tendance très neutre pour l'instant, un critère que nous mettons donc en jaune. Et si je vous ai présenté cette action, c'est que avec les résultats 2022, eh bien, elle devait, je ne sais pas si nous n'avons pas les trimestriels, elle devrait déjà repasser sur du vert, puisque nous avons 254 millions ici, 280, et nous allons être au-delà des 300 millions ensuite. Donc normalement, ça devrait repasser vers une tendance plus croissante, en tout cas pas strictement croissante, mais plus croissante, vers du vert clair. Et après, en fonction des années, après 2022, eh bien, on oscillera probablement entre zone jaune et zone vert clair. Donc en tout cas, une belle tendance à ce niveau-là. Mais pour l'instant, ce critère est en jaune très neutre. Le cours de bourse, eh bien lui, il est très rouge pour le coup, très baissier. Vous voyez 44,54% de baisse, donc près de 45% de baisse sur 5 ans. C'est une très forte baisse, bien au-delà des 5% par an. Et si nous partons depuis juin 2019, nous avons encore une baisse de 39,41% sur les 3 dernières années. Donc là encore, une très forte baisse. Ce qui est la seule période, on va dire, moins en baisse, eh bien, c'est actuellement depuis fin d'année 2021. Vous voyez là, si on prend depuis le point bas, il y a 15% qui sont là. Mais pour l'instant, ce cours de bourse, il est bien baissier. C'est donc du rouge pour ce critère. Le ratio cours sur bénéfice, il est affiché ici à 10,10. Il se situe donc dans la zone qui va de 10 à 17, très proche de la zone en vert, mais dans cette zone de 10 à 17 qui est la zone en vert clair, mais il est vraiment dans le très bas de cette zone. Il suffirait que le cours de bourse s'effondre encore un peu, c'est pas forcément souhaitable, mais pour repasser sur un ratio cours sur bénéfice inférieur, ou alors dès que les nouvelles sur les prochains résultats ici, comme je vous l'ai dit en 2022, seront meilleurs, et bien ça refera diminuer ce ratio cours sur bénéfice, mais qui est déjà bon avec du vert clair. Passons côté dividendes, et côté dividendes, vous voyez l'évolution des dividendes depuis 2010, et là c'est complètement haussier. Voilà, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter année après année, nous nous concentrons sur les 5 dernières années, mais c'est la même chose, et donc du coup, c'est un critère en vert, il n'y a pas plus à en dire. Le rendement, il est affiché ici à 6,45% avec le cours de bourse actuel. Et du coup, c'est un fort rendement, cette action a totalement sa place dans une stratégie à fort dividende. Un rendement bien supérieur à 3%, un critère du rendement que nous affichons en vert. Et associé à ce rendement, la distribution sur le résultat net s'affiche ici. Je vous préviens de suite, le chiffre ici 2021 m'apparaît faux. Considérez qu'il est de 62%, c'est le chiffre que j'ai trouvé le plus. Et donc on va le considérer à 62% et ça devient un peu plus logique par rapport aux autres chiffres que nous voyons. Parce que nous voyons, du coup, si nous mettons 62% ici, que c'est assez équilibré chaque année au niveau du versement du dividende pour Ruby. Et nous avons effectivement des zones en vert telles que 2017 et 2019, des zones du coup en vert clair telles que 2018 et 2021 si nous considérons 62%, et une toute petite zone en jaune, mais alors vraiment toute petite, c'est vraiment le bas de la zone jaune pour 2020. Du coup, eh bien, du vert clair et un mini jaune, et nous pouvons donc mettre ce critère en vert clair, puisque cette distribution du résultat net semble bien maîtrisée pour la société. La dernière société du jour, il s'agit de Société Générale. La Société Générale, c'est l'une des principales banques françaises et une des plus anciennes qui a été créée en 1864. C'est en effet notre dernière financière du CAC 40, puisque nous avons déjà vu AXA, nous avons déjà vu la BNP Paribas, et nous avons déjà vu le Crédit Agricole. Comme ça, nous avons les 4 financières du CAC 40. Les effectifs pour Société Générale en 2020, ils étaient 233 251 personnes. Au niveau de cette société qui fait partie des premiers groupes bancaires français, le produit net bancaire, le PNB, ici par activité, eh bien, il est détaillé comme suit. 30% de l'activité, la banque de détail en France, 30,2%, Société Générale et Crédit du Nord, ces deux banques. Détention, vous voyez, de 1849 agences à fin 2021.
Le groupe, il propose des prestations de banque en ligne, de courtage en ligne, Boursorama Banque notamment, fait partie de cette société, ainsi qu'un site d'information économique et financière tel que boursorama.com sur lequel nous sommes actuellement. Banque de financement et d'investissement pour 21,9%, son PNB exactement. C'est le numéro 3 européen sur cette activité. Cela concerne des financements spécialisés tels que les acquisitions de projets, des interventions sur les marchés actions, de taux, de change, de matières premières, des opérations sur actions, des conseils en fusion-acquisition, des activités de banque commerciale. On retrouve beaucoup des activités de banque, on va dire, entre guillemets, classiques. La banque de détail à l'international, cette fois, représente un peu moins de 20% de l'activité avec la détention de 2038 agences ici. Nous retrouvons ensuite les prestations de services financiers spécialisés et d'assurance pour 12,1%. Là-dedans, il y a tous les crédits à la consommation, crédit bail, gestion de flotte automobile, location d'actifs informatiques et assurance vie. Ensuite vient la gestion d'actifs de banque privée pour 3,7%. Vous voyez 37,1 millions d'euros d'actifs. La Société Générale propose des prestations de services titres. Et enfin, il y a quand même d'autres activités qui représentent tout de même 12,7%, même si elles ne sont pas détaillées ici. Vous voyez en fin 2021 que la Société Générale, elle gère 139,2 milliards d'euros d'encours de dépôt et 497,2 milliards d'euros d'encours de crédit. Comme pour les autres banques, eh bien, ce sont des chiffres qui sont énormes. Et au niveau de la répartition géographique de ce produit net bancaire, nous avons pas plus de la moitié, un peu moins de la moitié en France, un peu moins d'un tiers en Europe, 7% aux États-Unis, aux Amériques plutôt, 6% en Afrique et en Asie, près de 6%, pas tout à fait. Et donc du coup, ça fait une bonne répartition géographique ici. Et vous voyez qu'au niveau des activités, eh bien, comme pour beaucoup de financières, c'est très diversifié. Nous pouvons donc sans problème mettre du vert côté business. Bien entendu, si vous voulez aller voir notamment les 3 pôles et plus en détail les activités de Société Générale sur son site internet, il est possible d'aller consulter tout ça. La capitalisation boursière pour cette financière du CAC 40 s'élève à 20,82 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert pour la capitalisation boursière pour ce critère. Le critère du résultat net, en jaune sur le graphique, et bien là ça se voit à l'œil nu, la plus grande barre, et c'est 2021 ici, avec 5,64 milliards de bénéfices de résultat net, et donc c'est bien supérieur à 2019, 3 milliards, et 2017 plutôt, puisqu'il y a une erreur sur l'année, de un peu moins de 3 milliards. C'est donc globalement haussier, globalement croissant, mais on voit 2020 par exemple qui est dans le négatif, donc c'est pas complètement croissant. C'est donc un critère que nous pourrons mettre en vert. Pour la suite, pour Société Générale, eh bien attention, puisque avec les résultats 2022 et 2023 estimés, eh bien probablement que les résultats vont globalement repasser dans la zone jaune. Côté dividendes, vous voyez le versement des dividendes et il a tendance à quand même un peu diminuer sur la durée, ce dividende, mais nous regardons les 5 dernières années, et du coup nous allons retrouver cette tendance un peu en diminution, puisque nous partons de 2018 avec un montant de 2,2 euros par action qui est versé, et nous allons en 2022 avec un montant de 1,65 euros par action. En effet, ce dividende, il a été coupé en 2020, puis il commence à se relancer, mais il se relance moins fort qu'avant la pandémie de Covid. Et donc du coup, eh bien, ça fait une tendance plutôt baissière, pas complètement, puisqu'on relance quand même, mais plutôt baissière, un critère que nous mettons donc en orange. Le rendement annualisé est affiché ici à 6,61%. C'est donc un fort rendement, bien au-delà des 3%, une société qui a tout à fait sa place dans une stratégie fort dividende, et donc du vert pour ce critère. Et ce fort rendement, eh bien, il faut lui associer le ratio de distribution. Nous regardons les 5 dernières années, nous n'avons pas encore 2022 comme ratio de distribution, donc nous regardons à partir de 2017. Et de toute façon, vous pouvez voir que sur ce graphique, le plus gros chiffre, c'est 60% qui est ici en haut, et donc du coup, tous les chiffres sont inférieurs à 60%, et donc même du 0% en 2020, heureusement, puisque la société avait fait des pertes. Et donc du coup, dans tous les cas, ces chiffres sont très bons, et devrait le rester en 2022.
Et donc du coup, c'est parfaitement maîtrisé au niveau de la distribution de ces bénéfices, la distribution de ces dividendes aux actionnaires du côté de Société Générale, pour terminer par un critère donc en vert. Voici donc le bilan pour les 3 sociétés du jour, pour ces 3 sociétés du SBF 120 et même pour 2 du CAC 40 dans cette stratégie fort dividende. Et donc nous commençons à gauche par AXA avec un dossier qui apparaît positif puisque effectivement parmi les 5 critères essentiels, seul le cours de bourse apparaît très neutre, un tout petit peu baissier sur 5 ans mais un tout petit peu haussier sur 3 ans. Pour le reste, eh bien, c'est du vert, même si on peut noter le chiffre d'affaires qui est un tout petit peu en baisse également sur 5 ans. Et avec les estimations du résultat net qui devrait rester, de l'évolution de ce résultat net qui devrait rester dans cette zone vert clair, donc globalement croissant, eh bien, nous pouvons espérer que la tendance du cours de bourse s'améliore. Côté dividende, rien de très inquiétant du côté d'AXA, le dividende est fort en augmentation et la distribution est relativement maîtrisée, nous l'avons vu, sauf pendant les années 2018-2019 où c'était un peu plus compliqué, mais sinon pour le reste, ça a l'air très bien maîtrisé, et même ce mini bémol sur le ratio de distribution avec du jaune devrait repasser sur du vert clair et du vert ensuite. La deuxième action, Ruby, eh bien là, vous voyez que c'est un dossier qui apparaît davantage mitigé par rapport à ces 5 critères essentiels. En effet, le résultat est lui très neutre pour l'instant, même si nous voyons que les chiffres d'affaires et le résultat net sont en vert ici avec plus 10% et plus 17% sur les 5 dernières années, mais c'est surtout le cours de bourse qui est énormément baissier puisque 45% de baisse sur 5 ans et nous avons vu près de 40% de baisse sur 3 ans. Même si il est à noter qu'il s'est peut-être stabilisé depuis fin novembre de l'année dernière, ce cours de bourse. Et en tout cas, c'est ce qui est jouable sur ce dossier, même s'il est plus mitigé, c'est le fait que ce résultat s'améliore et va plutôt avoir tendance à osciller entre du vert clair et du jaune pour les années à venir, et donc ce qui pourrait naturellement améliorer cette tendance du cours de bourse qui pour l'instant est une tendance baissière. En plus de cela, et heureusement on va dire même pour cela, parce que sinon ça pourrait pas vraiment se jouer sur ce dossier, côté dividende, pour Ruby, il n'y a rien à redire, le rendement est élevé, le dividende est en augmentation année après année sans discontinuer, et le ratio de distribution semble bien maîtrisé. Du côté de Société Générale, pour terminer, eh bien là nous avons un dossier un peu comme AXA sur les premières couleurs des 5 critères essentiels, et donc un dossier qui apparaît positif à ce niveau-là. Néanmoins, vous pouvez noter que le cours de bourse, même s'il est neutre, il a quand même davantage baissé et davantage remonté, et beaucoup moins neutre que AXA sur les 5 dernières années. Mais par contre, sur ce dossier-là, notez que par rapport à AXA, eh bien, Société Générale devrait faire un petit retour dans une zone beaucoup plus neutre au niveau du résultat net du chiffre d'affaires, alors qu'AXA devrait continuer à être plus croissant, et avant de repartir pour Société Générale, certes un peu plus en croissance, mais cette zone de neutralité, il faut faire quand même attention. Du côté des dividendes, eh bien nous l'avons vu, il y a quand même ce point à noter que les dividendes ne sont pas en augmentation, globalement sur Société Générale, c'est même plutôt en diminution si on regarde sur du très long terme, mais par contre, tout ce qui est le rendement reste élevé et le ratio de distribution parfaitement maîtrisé ici, encore mieux que pour Ruby qui est à côté. Je vous laisse ici avec les 3 actions du jour, ce tableau d'analyse fondamentale rempli. Je vous souhaite une très bonne journée